Bonjour, on est ici pour Trousp, c'est Elie Sellas, moi c'est Alexandre Grandjean. Et moi, c'est Stéphane Bovon. On débute, les questions elles sont là, on les tire. Ah, c'est ça. Voilà. J'ai compris. Puis on doit tirer combien de questions? Le nombre qu'il y a. Toutes les questions, on doit toutes y répondre. Généralement, c'est quoi, une minute? Mais on a des jokers, des trucs... Un joker, ouais, disons. On a un joker, mais un chacun. Bon alors Stéphane, est-ce que trop de livres tue le livre? Oui, je crois que il y a un problème de quantité de livres qui sont produits. Il y a un décalage entre la quantité et la qualité. Quand je commençais de diffuser des livres avec une petite structure à l'époque, c'était il y a 20 ans, on me parlait de 600 romans par mois qui sortaient, 200 bandes dessinées qui arrivaient. C'était les libraires qui commençaient déjà à avoir la tête sous l'eau. Et puis depuis, je pense pas qu'on allait dans une direction où les choses se sont calmées. Alors, mais en même temps, je dirais que si c'est nous, en tant qu'éditeurs, qui faisons des livres, alors ça, et on ne fait pas assez, mais c'est plutôt ceux des autres qui devraient un peu diminuer. Quelle arrogance! Alexandre Grandjean, que pensez-vous de cette citation? Le lecteur peut être considéré comme le personnage principal du roman, à égalité avec l'auteur. Sans lui, rien ne se fait. Elsa Triolet. Ouais, moi ça me fait penser à ce Koenzen qui pose la question: est-ce que l'arbre qui tombe et qui se fracasse par terre dans la forêt fait-il du bruit si personne n'est là pour l'écouter? C'est un peu la même chose. Bah, d'un certain côté, je pense qu'il y a un peu deux optiques pour écrire. Il y a une optique qui est vraiment l'écrivain avec lui-même, qui pose ses idées sur le papier, et ça l'aide à structurer, ça l'aide à imaginer, ça l'aide à développer un style. Ça, c'est vraiment une démarche un peu privée d'écriture. Ça, c'est la démarche la plus louable. Et puis quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui ont des manuscrits dans le tiroir, moi je trouve ça formidable. Puis il y a peut-être l'autre approche qui va plus dans ce sens-là. Et puis c'est là où en fait il y a le lecteur, il y a l'auteur, mais il y a surtout l'éditeur. C'est-à-dire que dans tout ce qui est écrit, dans tout ce qui pourrait exister avec le regard du lecteur, il y a besoin d'éditeurs pour un peu tirer des lignes, tirer un peu des balises, pour un peu orienter ses lecteurs et puis faire en sorte que cette alchimie, cet alliage entre écrivain et lecteur puisse se faire. Donc oui, complètement, je suis complètement d'accord avec cette citation. Stéphane, pouvez-vous choisir 2 mots chacun pour qualifier au mieux votre travail éditorial en binôme? Tu me reposeras la question après. Ah, d'accord, parce qu'on peut pas 2 mots chacun. Vous pouvez répondre les deux. Ouais, on 2 peut mots répondre tout. qui qualifient un peu notre travail d'éditeur, c'est ça? Tout à fait, ouais. Alors, En binôme, quoi, justement. En binôme. quand je dis un, t'en dis un. Moi, je dirais Cosmos. Et Mycélium. Tu veux Bien. qu'on explique, hein? Pourquoi pas, ouais. Ouais. Alors pourquoi Mycélium? Non, mais Mycélium, c'est un peu tout un imaginaire qui nous travaille beaucoup, parce que à Elie Sellas, déjà, on est 3 univers, on est 3 cosmos. Tu vois, je t'ai grillé la politesse. Mais on a un peu déjà 3 mondes en soi. Et puis en plus, il y a des auteurs qui viennent avec leur propre univers, et puis on essaie de les tisser les uns avec les autres. Donc pour moi, il y a un peu cette image du mycélium qui creuse dans la terre, et puis qui va connecter différents organismes les uns avec les autres. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire en tant qu'éditeur, c'est connecter tout ce petit monde-là pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Si les gens tombent pas amoureux à travers ce qu'on fait, à travers les livres qu'on publie, à travers les événements qu'on organise, en guillemets, notre métier n'a pas de sens. Et c'est vrai que le mycélium, c'est l'organisme le plus intelligent étymologiquement qu'on puisse imaginer, puisqu'il fait des liens. Là, on ne les attend pas forcément, mais il s'agit de faire sens avec les liens, au-delà de ce qui peut apparaître comme absurde. Et donc c'est ça qu'on fait, des liens, des synchronicités, qui sont un peu des descendants de la postmodernité qui nous a longtemps habités, mais dont on essaye un peu de se débarrasser. Après, c'est moi qui Ouais. Le livre est-il un bien de première nécessité? Non, je pense qu'il faut un peu arrêter avec ce discours-là. Je pense que ça reste quand même un petit discours d'utopie blanche, classe moyenne, qui aime bien se gargariser là-dessus. Je trouve un peu arrogant de dire que le livre est un bien de première nécessité. Déjà quand il y a des gens qui meurent de froid dans la rue et quand une bonne partie de la population est en train de s'en prendre cher sur la tronche,
Je pense que c'est un tout petit peu une position privilégiée de dire que nous, nos livres, notre petite narration, aussi importante soit-elle, est un bien de première nécessité. Je pense qu'il y en a nettement d'autres. Après, évidemment que c'est important, hein, c'est pas dénigrer le travail d'écriture, mais il faut quand même remettre quelques priorités là autour. Stéphane, quels sont les 3 livres que vous avez apportés? Nous avons apporté 3 livres, donc édités chez Alice Hélas, qui sont forcément bien, donc on va en parler. En 2 mots chaque fois. Il y a tout un cycle qui s'appelle le cycle de Gérimont. Il s'agit de 20 livres, 10 livres écrits par Stéphane Bovon, un auteur très talentueux et accessoirement très modeste, qui met en scène une Suisse avec un niveau de la mer qui s'élève à 1000 mètres et tout ce qui peut se passer dans ce que deviennent un peu les terres immergées. Il y a de l'utopie, il y a des récits croisés, et c'est un livre un peu méta, en ce sens que chaque livre a une écriture un peu différente. C'est un peu dur de synthétiser, évidemment. Et c'est un livre sur l'écriture et la narration en soi, avec plein de renvois. Le dernier volume, là j'ai amené le volume numéro 2, le dernier volume c'est le volume 4 qui s'appelle La Chaude, fait 1000 pages, parce que l'auteur souhaitait faire un livre de 1000 pages, et il est à la fois bien et épais. Le deuxième livre, alors, c'est toi qui vas en parler? Ouais. Alors, Liquéfaction, ça c'est un des coups de cœur qu'on a pu avoir, qui est sorti en 2018. Ces genres de manuscrits où quand on les reçoit, déjà on commence à frissonner un petit peu, et puis on sait que les livres doivent exister. Et ça, c'est un peu la suite du cycle de Gérimont, et ça essaie de réfléchir sur la grande catastrophe qu'on nous prédit, mais aussi comment est-ce que la grande catastrophe travaille l'écriture, travaille nos imaginaires. C'est un livre qui se passe en 4 parties. Donc la première partie, c'est l'autofiction, l'histoire d'un homme dans sa baignoire qui se raconte lui-même en train de se baigner, la séparation entre le dedans, le dehors, qui se raconte des histoires, qui se raconte des films. Et à un moment, il y a un grand fracas. Deuxième partie, la tragédie. Une crue emporte sa maison et l'emporte dans une rivière imaginaire, dans une baignoire. Donc à partir de là, ça devient la grande épopée. Comment est-ce qu'on passe des écluses avec une baignoire? Comment est-ce qu'on traverse dans un monde où justement tout ce qui était solide commence à devenir liquide? Et voilà, cet homme va arriver jusqu'au port de Calais pour retrouver sa femme, ses enfants, quelques survivants. Et troisième partie, plutôt l'errance, plutôt encore une autre forme de drame, mais l'errance d'un petit sablier qui essaye de se balader sur ces mers qui commencent à prendre de plus en plus de place, retrouver les survivants. Et là, dans ce monde-là, le langage s'étiole, les références s'étiolent, le sens, le désir. Et puis finalement, quatrième partie, un peu les récits apocalyptiques. Il ne reste plus rien à part tout ce qu'on peut raconter de tous nos récits, de tous les effondrements qu'il y aurait pu y avoir auparavant. Donc ça commence avec évidemment l'épopée de Gilgamesh, mais il y a encore tout un ensemble de récits qui se mettent là-dedans. Donc c'est vraiment aussi un roman sur la littérature mondiale, sur notre rapport au monde et surtout sur ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui à travers l'écologie. Et puis on parlait de mycélium et de synchronicité, donc on a plusieurs livres qui, un peu par hasard, le hasard des rencontres entre les auteurs mettent en scène un peu ces eaux qui montent. Hein. Il y a aussi, au-delà de Gérimont et de Liquéfaction, il y a aussi La Terre tremblante de Marie-Jeanne Hurek ou encore La lumière des Césars de Frédéric Vallotton qui évoque ça. Et puis là, je vais vous parler d'un autre livre. Alors, on a plusieurs collections. On fait des romans contemporains, on fait de la bande dessinée d'auteurs, on fait de la science-fiction, on fait aussi des livres, des beaux livres. Ici, c'est un livre qui est consacré au travail de George Fitzgibbon, qui est le cinéaste suisse qui a eu le plus de prix au monde. Hein. On s'en rend pas compte, mais c'est un monsieur qui fait des films d'animation avec des techniques très traditionnelles. Il fait encore de l'acrylique sur de la cellulo. Mais ses dessins animés, ses courts-métrages sont en fait des récits qui mettent en scène des métamorphoses, des cycles, des choses absolument somptueuses. Et on a pu faire ce magnifique livre qui résume un peu 35 ans de carrière, avec ses croquis préparatoires, ses incroyables et très détaillés synopsis. Et puis c'est évidemment des extraits de ces films d'animation. Donc on essaie de rendre en livre ce que c'est un travail de metteur en scène de films d'animation, et ça donne cette espèce de livre à la fois figé dans le temps parce que c'est une capture de tout ce qui a été fait
par George Fitzgibbon depuis 35 ans. Mais c'est aussi, alors il y a chaque fois, on est assez astucieux, il y a les dessins originaux, c'est vraiment les cellulos. Il y a aussi des petits QR codes qui permettent de renvoyer après au film d'animation en soi, de manière à ce que ceux qui ne connaissent pas encore son travail, et il devrait être de moins en moins, puissent se rendre compte de ce que c'est les films d'animation de George Fitzgibbon. On est hyper fiers de ce livre parce qu'il est très beau, c'est une somme, c'est un livre référence, et puis comme ça nous permet de montrer qu'on fait aussi des livres qui comptent et qui sont appelés à devenir des références cosmiques et mondiales. Voilà, George Fitzgibbon, filmonographie bilingue, avec des ponctué d'appareils d'exégèse critique mais vulgarisatrice qui éclaire un peu l'œuvre du bonhomme. Donc voilà. Ok. Alors on enchaîne. One, two. Comment imagines-tu la maison d'édition des années 2050? Donc je pense que la nôtre. Ah ouais. Ouais. Nous, dans Alors 30 ans. nous, en 2050... Waouh! Alors, j'ai déjà de la peine à me rendre compte qu'on a fait déjà 10 ans d'édition. Déjà pour les 10 prochaines, je pense qu'on va un tout petit peu se stabiliser. On va peut-être faire moins de livres. Et puis après, je pense qu'on va instaurer une sorte de philosophie éditoriale où on saura faire 2 livres par année. Et ces 2 livres-là compteront pour tous les autres livres. Et on aura une philosophie de décroissance par le sens. Où en fait chaque livre aura une signification un peu cosmique dans notre catalogue. Et puis peut-être, moi c'est un peu ce que je souhaite, mais j'ai pas envie d'être pris dans une logique de publier plus ou peut-être de trop grandir, de devenir un grand groupe ou justement rentrer dans des logiques un peu trop universelles. Mais j'aimerais bien vraiment garder l'idée que faire de l'édition, c'est aussi une forme de performance, c'est une performance artistique, c'est une performance esthétique. Et puis notre matière de base, c'est les manuscrits qu'on publie et vraiment tisser un catalogue qui puisse avoir un sens plutôt large et qui puisse rester après nous, parce qu'évidemment en 2050, j'espère que d'autres personnes s'occuperont de la maison et qu'on aura plutôt fait un héritage, qu'on sera un peu là pour dire que de notre époque en 2020, c'était un peu mieux, mais voilà, histoire d'être un peu pénible. Ça te va? Toi, t'as d'autres rêves? Non, et puis de manière sous-cutanée, c'est très bien, ça, c'est un petit message à l'attention des auteurs pour qu'ils se calment quand il s'agit de nous envoyer plein de tapuscrits et de projets, parce qu'on n'arrivera pas à les faire si on fait 2 livres par année. Donc on sera obligé de dire, c'est un peu une phrase un peu automatique, on se calme un peu, on a fait effectivement beaucoup de livres dans la joie, la frénésie, et l'exubérance de nos jeunes années, mais on va essayer de faire un peu moins de livres parce qu'on veut prendre plus de temps pour les faire et les faire bien. Et de ce fait, on est parfois contraint de dire aux auteurs qui souhaitent qu'on fasse des livres chez eux que ça peut prendre 1 à 2 années pour que le livre existe si on le fait. Et puis des fois, les auteurs, ils ont une autre logique temporelle, ils aimeraient que ça soit plus rapide, mais voilà, les contingences. Et puis juste avant, peut-être, d'une manière générale, comment vous imaginez la maison d'édition type des années 2050? En général, pas nous. Aussi en général. De manière générale. Moi, je suis très conservateur et réactionnaire. J'aimerais qu'il y ait des gens qui fassent encore des livres en papier, que tout ce qui est numérique disparaisse parce qu'on se rend compte que, un peu comme le 33 tours finalement, c'est ce qu'on peut toucher qui fait sens et non pas une projection d'une espèce de futur transhumaniste où tout est révolutionné et puis tout est dématérialisé. Donc moi, je serais plutôt dans ma projection un peu rétro pour un monde où on continue de faire des livres en papier, toujours plus beaux, peut-être un peu moins de livres, mais voilà. Donc c'est une sorte d'utopie. Ouais. Écoute, moi je te rejoins assez là-dedans. Ce qui me parlerait, parce que je trouve qu'il y a une aberration aujourd'hui, c'est de toute façon le surtirage, tu vois. Tu tires un livre à... pas nous, mais qu'on regarde des fois 30, 40, 50 000, et puis ça perd un peu de la valeur du livre. On peut se permettre de le pilonner. Et peut-être que l'édition en 2050, ce sera de faire des petits tirages, mais des tirages qui auront de la valeur, peut-être des beaux livres. En fait, on revient au modèle des premiers imprimeurs-éditeurs, où justement la technologie n'aidait pas, et chaque livre aurait une vie singulière. Moi, c'est un peu ça ce que je souhaiterais. C'est évidemment plus de sobriété dans la production, mais aussi plus de valeur. Là, justement, avec tous les formats numériques, on va démultiplier, et en démultipliant, évidemment, on donne l'accès à tout le monde, ce qui est super, mais de l'autre côté, on noie dans la masse, où en fait, on enlève la portée du message, mais aussi la beauté, ou le toucher, ou la singularité d'un livre. Super. Plus de Platon, moins de Pilon.
Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, Stéphane, qu'est-ce que tu penses de cette citation? Un bon éditeur, c'est un éditeur qui médite, de Philippe Geluck. Ah. Eh bien, évidemment, il y a donc un calembour dans le, oui, bah, c'est assez drôle. C'est Philippe Geluck qui fait des petites phrases assez marrantes. Bon, voilà, en fait, j'ai rien, voilà. Non, bah, bon, ça va un peu dans cette vision utopique d'un éditeur qui ferait peut-être 2 livres par année, en étant sûr que ce sont ces livres-là. Bon, faut aussi dire que là on est 2, hein, mais on est une équipe de 3 éditeurs avec Pierre-Yves Lador, voilà, qui arrive sur la Huitantaine, qui habite à Châteaudet dans son village, qui marche 3 heures par jour en sandales, qui pleuve, qui vente, qui neige, et lui fait tout le travail de méditation, alors que nous on fait plutôt tout le travail de production. Donc un bon éditeur c'est peut-être Pierre-Yves Lador, alors que nous peut-être que nous sommes des mauvais éditeurs. Je ne sais pas. Après, il y avait un calembour quand même. Oui, il y avait un calembour, on va dire qu'il y avait un calembour. Oui, c'est vrai. Qui me touche directement puisque je médite un petit peu. À la base, j'ai fait une première maison d'édition à l'époque, il y a 20 ans, pour méditer. Après, j'ai édité les autres parce que je me suis aperçu qu'ils avaient plus de talent que moi. De temps en temps, je médite encore. Et puis, il y avait cette espèce de tabou à l'époque. On ne pouvait pas à la fois être éditeur et s'éditer. Mais ça, heureusement, tout a été un peu déconstruit et on s'en fout un peu. C'est pas parce qu'on fait nos propres livres qui sont forcément mauvais. J'ai été chez d'autres éditeurs. Mais l'avantage, alors c'est un petit peu... peut-être un peu facile, mais c'est pas facile de monter une maison d'édition. C'est que si on monte une maison d'édition et qu'on s'édite, on a quand même tout le travail en amont qui a été fait. Et au moins, on a la maîtrise intégrale de ce qu'on veut faire. Et c'est pas mal. On a le beurre et l'argent du beurre. Et des dettes surtout. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimerais-tu boire une bière au coin du feu? Il y en a pas mal. Bon, moi j'aimerais bien boire une bière avec Barjavel. Il est mort, hein, on est d'accord. Il est mort. Ah ouais. Oui, je pense bien. Non, parce que Barjavel, je lui dois peut-être mes premiers émois érotiques en littérature. Donc j'aimerais bien parler d'amour, de scialité. Et puis, je pense qu'il s'amuserait assez de voir qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà, parce que bon, la science-fiction, même française, des années 50, 60, 70, reste quand même très marquée par un regard masculin là autour. Donc je pense que ce serait assez marrant de boire une bière avec Barjavel. Non, sinon, boire une bière avec Bukowski serait pas mal. Je pense qu'il monterait assez facilement sous les bières. Donc non, je prendrais plutôt un auteur abstinent. Qui est-ce qui picolait pas trop comme auteur? Rabelais, non. Peut-être un jésuite. Non, jésuite. Oui. Ah oui. Comment ça s'appelle? Il est bien. Oui, non, pas Ignace. Non, l'autre. Je l'adorais. Il était super. C'est ça. En vieillissant, je perds les noms. La faiblesse de croire. Oui, Michel de Certeau. Voilà. Un jésuite, comme ça. En plus, je lui poserais des questions. Il me poserait d'autres questions en retour. Donc, ce serait une sorte de dialectique de la question. Ce serait assez amusant. Hop. Bon, Stéphane, est-ce que tu as une anecdote professionnelle à raconter? Oh, vite fait, parce qu'il y a plein de choses, hein, évidemment, mais on va être un peu dans la subtilité. On a monté donc une maison d'édition qui s'appelle Ellis Hélas. Alors, il y a une origine à ce nom-là, mais une fois, on a reçu une proposition d'édition d'un monsieur du Jura qui pensait qu'on était un éditeur spécialisé dans la littérature pamphlétaire contre les éoliennes, parce que c'était un combat en soi, et donc il avait écrit un texte pour que les éoliennes disparaissent du paysage, parce que pour ci et pour ça. Et je trouve assez marrant que le gars pense que Ellis Hélas était un éditeur spécialisé dans ce domaine-là. Donc une collection de livres contre les éoliennes. Évidemment, on n'a pas édité le livre. Mais c'est assez drôle. Ouais. Oh, ça... On sait toujours pas si on est pour ou contre les éoliennes chez Ellis Hélas, du reste. Notre cœur balance. L'impression à la demande se développe de plus en plus. Qu'en penses-tu? Une question. Ah ouais. Je suis contre.
Donc je suis pour et contre. Je suis pour parce que d'un certain côté, ça permet à plein de textes d'exister dans le côté un peu simultané. Bon, ça va un peu dans cette logique je désire, j'obtiens, qui fait un peu le sel de notre époque, mais qui permet à plein de textes déjà d'exister quand ils doivent exister. Donc ça, c'est déjà une bonne solution contre la surproduction. Après, moi, ça me gêne un petit peu parce que ce que j'aime en allant dans une librairie, c'est flâner et puis tomber sur des livres que je ne connais pas ou je connais un peu de long en large. Et puis j'aime bien l'idée qu'une librairie, c'est vraiment un stock de livres particulier. Donc tu dois faire plusieurs librairies, parler avec plusieurs libraires pour petit à petit trouver ce qui va te plaire. Donc je vois bien la logique dans un monde de surabondance où il y a beaucoup de références dans tous les sens, où au final tous les livres ont un peu le même statut parce qu'ils sont tous mis dans les mêmes bases de données. Donc il faut rendre ça disponible et puis je vois bien la logique économique derrière. Maintenant, ce qu'il y a de plus de sympathique dans le monde du livre, c'est un peu la sérendipité, c'est comment tu tombes sur des livres sur lesquels tu pensais pas tomber et puis que finalement il se passe quelque chose et puis que ça fasse des jeux d'écho. Donc voilà, après je pense que tu peux avoir de la sérendipité en commandant un livre à la demande qui est pas celui que tu avais commandé et puis tu te retrouves avec soit le livre le plus absolu qui métamorphosera toute ton existence ou alors celui qui servira à caler une table un peu branlante. Bon, Stéphane, question politique. Attention, ça va parler de libraire. Qu'est-ce que tu penses du droit de retour? Donc des livres, en tout cas des libraires qui peuvent renvoyer des livres aux distributeurs. En francophonie, voilà. Enfin, tout le monde se pense au courant de ce fait-là. Un libraire qui ne vend pas un livre peut le retourner au diffuseur qui nous le crédite à nous, éditeurs. Il y a une logique derrière tout ça, c'est que le libraire ne prend pas forcément tous les risques. S'il veut mettre en avant un tel ou tel titre, il peut commander 10 ou 20 livres, ne sachant pas si ça marchera ou pas. Puis si ça marche pas, il peut retourner une partie des livres invendus, tandis que si c'est du ferme, le libraire, a priori, serait un peu plus prudent parce que il va pas commander 10 livres, n'étant pas sûr de tous les vendre. Donc voilà, la logique, je la comprends. Elle fait un peu mal quand on est éditeur et puis qu'on place un certain nombre de livres et puis que 2 mois après, une partie nous revient à la tronche. Il y a un effet assez pervers quand on est un peu dans le circuit, c'est que sachant que nos livres qui sortent vont être vendus dans une certaine quantité et qu'il y a un pourcentage qui nous revient un peu à la tronche, pour continuer de tourner et pour éponger le crédit à venir, on refait des livres et puis il y a une sorte de fuite en avant. On refait des livres qui doivent se vendre pour amortir le retour du crédit du livre précédent, etc. Donc c'est un peu pervers. Après, c'est à nous, éditeurs, de gérer ça. C'est une notion assez connue. Ça fait partie du jeu. Moi, je trouve que c'est pas un problème en soi. Ça permet aux libraires d'être un peu courageux, en espérant qu'ils le soient. Et puis, c'est à nous de gérer la chose. Et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas 50% de retour, mais plutôt 20%, parce qu'on a été intelligent dans la mise en avant du livre avant, et puis dans le choix un peu des titres. Donc je trouve que c'est très bien. De quel auteur suisse aimerais-tu offrir un livre à un ami vivant à l'étranger? Moi, c'est Henri Levert de Gottfried Keller. Voilà, je l'ai dit. C'est bien. À toi. Tac. Ouais, Moravagine de Blaise Cendrars. Histoire de montrer que les Suisses peuvent être aussi un peu trash et qu'on n'est pas que des gentils. Voilà, j'aimerais bien une fois faire tout un projet sur les Suisses méchants, ou sur les Suisses qui peuvent être en tout cas méchants dans leur écriture. Je trouve que Blaise Cendrars s'en sort assez bien pour ça. Et de manière magnifiquement stylisée. On a perdu la rage qui nous animait à Marignan, à Morgarten. Même si on a perdu Marignan. Quand je dis on, il n'était pas là de toute façon. Mais on a refait Morgarten 600 ans après. Oui, on a réédité Morgarten pour montrer que les Suisses pouvaient être méchants. Ouais. Les Suisses, à l'époque, ils n'avaient pas le choix, ils devaient se battre jusqu'à la mort, puisque une fois qu'on les capturait, on les tuait, parce que la Suisse n'avait aucune valeur au Moyen-Âge. Ah oui, surtout qu'il n'y avait pas les accords de Genève à l'époque. Voilà, c'est surtout ça. Bon, Stéphane, comment sont nées les éditions Hélice, hélas? Alors, Hélice, hélas, c'est la première fois que je raconte cette histoire, sont nées sur les cendres d'une maison d'édition qui s'appelait les éditions Castagnier, avec 3 E accent aigu. C'est une maison d'édition qui a existé de 2001 à 2011, que j'avais co-créée avec Patrick Moser. Et on a fait donc une aventure éditoriale où il y avait déjà de la bande dessinée, des beaux livres et puis des romans,
qui a duré 10 ans. Et puis après, quand il s'est agi d'inventer une nouvelle maison d'édition en 2011, pour un peu jouer, surfer sur cette vague, parce que Castagnet était une émanation, on peut le dire, tirée d'un film de Louis de Funès, on a un peu joué un peu là-dessus, on a recréé une maison d'édition avec un nom qui sortait un peu d'un film de Louis de Funès, on laissera au spectateur le soin de deviner lequel. Et puis voilà, on a rebondi sur cette maison d'édition qui avait 10 ans d'existence, ça s'est appelé Alice Hélas, et on est reparti pour une nouvelle aventure, avec un peu toujours cette même philosophie, un peu cosmique, de faire des livres qui nous plaisent dans plein de directions différentes. Et puis voilà, c'était en 2011, et maintenant on est en 2021, et ça fait 10 ans. Donc un peu un mystère, hein, d'où vient Alice Hélas? Ça vient peut-être d'un film de Louis de Funès, mais il y a une autre explication sur l'origine du nom Alice Hélas, beaucoup plus historiquement, littérairement intéressante. Mais Ouais. pour ça, il faut acheter un livre de notre collection Mycelium Mi-Raisin pour avoir Voilà. Et l'explication. regardez dans le rabat. Voilà. Ah, ça c'est pour toi, c'est très bien. Le livre numérique est-il l'allié ou l'ennemi du livre papier? Donc, allié, ennemi. On va dire que c'est autre chose. Euh, c'est bien, mais à part ça, moi j'ai rien contre le livre numérique. On a quelques livres numériques. Étonnamment, pendant le confinement, ça s'est très bien vendu quand les librairies étaient fermées. Donc on était plutôt content d'avoir des livres numériques à ce moment-là, où les gens cherchaient de la lecture et puis pouvaient pas aller en librairie, ou en tout cas, on était encore en train de se mettre en place dans cette période pénible. De manière générale, je vois toujours le livre numérique comme quelque chose de complémentaire. C'est un peu comme quand t'achètes un vinyle. Et puis je pense que les éditeurs devraient faire ça de plus en plus. C'est-à-dire qu'on achète le livre papier, on peut télécharger gratuitement le livre numérique pour l'emporter un peu ailleurs. Ça, c'est justement l'industrie du vinyle qui a très bien compris, parce que je pense que c'est deux moments de lecture différents, c'est deux formats, c'est deux états d'esprit. Mais je pense que c'est toujours l'objet, c'est toujours le beau papier, c'est toujours le travail d'édition. Vraiment l'expérience du livre qu'on feuillette qui doit primer. Donc voilà, je vais pas dire allié ou ennemi, mais voilà, je pense que c'est surtout le livre numérique est un vassal du livre papier.